Le débat de France 24 aujourd'hui consacré à cette visite de John Kerry à Doha ce lundi. Une rencontre avec les monarchies du Golfe, près de 3 semaines donc après l'accord sur le programme nucléaire iranien. But de la visite, rassurer les alliés des États-Unis qui craignent une influence croissante de l'Iran dans la région. Mes invités pour en parler, Hélène Vassilina, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes présidente du cabinet de conseil stratégique, le Conseil des experts et l'Observatoire international géostratégique maritime. Tout à fait. Autre invité à mes côtés, Karim Sader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, spécialiste des pays du Golfe. Ma première question va aller en direction de Madame Vassilina. Avant de parler de cette étape dans les pays du Golfe, il y a cette tournée de John Kerry au Moyen-Orient. Il a fait l'Égypte avant, Oui. mais il y a quand même une étape qui n'est pas présente parmi les pays visités par John Kerry. Et pourtant, il y a eu un accord sur le nucléaire iranien. C'est Israël. Quel est le message des États-Unis vis-à-vis d'Israël en boudant une visite sur place ? Alors bon, vous savez que l'année a commencé aussi, et puis bon, il s'est expliqué aussi, John Kerry, si vous avez regardé la conférence de presse qu'il a tenue Council on Foreign Relations il n'y a pas très longtemps, il s'est expliqué qu'il n'y a pas de problème entre Israël et les États-Unis, c'est allié fidèle, etc. Donc il n'a pas fait d'état d'âme, même s'il y a eu un petit froid entre Benjamin Netanyahu qui était invité, au Sénat, au Congrès, sans être reçu par Barack Obama. Oui, c'est des petites choses. Il ne faut pas trop en faire un plat. Les États-Unis, évidemment, sont l'allié fidèle, et puis il n'y a pas à en faire un plat. S'il ne s'arrête pas là, ce sera je pense qu'il y a d'autres choses maintenant à faire, surtout le plus urgent, c'est de stabiliser le Moyen-Orient et surtout avec l'accord nucléaire. M. Kerry est concentré justement sur rassurer les alliés et puis essayer de trouver un centre d'équilibre et de stabilité là où c'est plus explosif avec l'État islamique, etc. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de choses sur la planche, comme on dit. Oui, justement, Karim Sader, quelles sont les préoccupations de ces monarchies du Golfe exactement sur l'influence iranienne ? Effectivement, ce que les pétromonarchies du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe craint, c'est d'abord que Téhéran mette en sourdine momentanément son programme nucléaire, que ce soit une parenthèse en fait cet accord, mais surtout, ce qu'ils craignent avant tout, c'est que la réhabilitation de l'Iran sur le plan économique financier, à travers la levée des sanctions, ne permette à Téhéran d'accroître à nouveau son influence dans la région sur différents théâtres de crise dans lesquels les pays du Golfe sont impliqués. D'abord la Syrie, l'Irak, le Yémen et le Liban. Donc il faut quand même mettre un bémol par rapport à la position, je veux dire, des pays du Golfe. Il est vrai que l'Arabie Saoudite voue une certaine animosité, a une grande crainte par rapport à ce retour de l'Iran dans le jeu régional. Mais tous les pays du Golfe ne vouent pas la même animosité. Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Et j'en veux pour preuve la réaction du ministre des Affaires étrangères, Khaled Al-Attiyah du Qatar, qui a accueilli l'accord de manière très favorable. Donc il faut savoir que le Qatar partage avec l'Iran le plus grand champ gazier offshore, celui de South Pars côté iranien, Northfield côté qatari. Le sultanat d'Oman a toujours eu une diplomatie très modérée à travers les liens historiques qu'elle a avec l'Iran. Les Émirats arabes unis ont des liens commerciaux également avec l'Iran et une grande diaspora, notamment à Dubaï. Donc ce que l'Arabie Saoudite craint en plus, c'est que cette espèce de front uni ne s'effrite et ce soit son leadership sunnite sur l'échiquier sunnite qui soit, on va dire, remis en question. Ça, c'est déjà effrité l'année dernière, me semble-t-il. Oui, ça commence et que ça se confirme à travers cet éparpillement des pétromonarchies dans différents intérêts bilatéraux, ce que l'Iran effectivement accueille avec beaucoup d'intérêt. Il peut y avoir une concurrence économique également. Le ministre iranien du pétrole, je crois, vient d'annoncer que la production pétrolière allait être relancée, que le pétrole iranien allait tomber sur le marché. Oui, on imagine que ça fait de la concurrence. Oui, mais ça prend un certain temps aussi. Comme vous le savez, l'Iran était sous les sanctions, donc il faut un peu de technologie, un peu de temps avant qu'ils atteignent les 3 ou 4 millions de barils de jour qu'ils souhaitent faire. Donc, certes, ils sont 4e au niveau gaz et 4e au niveau pétrole, mais il faut quand même un peu de technologie avant qu'ils puissent atteindre ce niveau de croisière, si je puis dire, la production de 3 ou 4 millions de barils de jour. J'ajouterais effectivement que l'Iran pâtit d'immenses carences en raison des années d'embargo et de sanctions, et on peut compter sur l'Arabie Saoudite actuellement pour maintenir son niveau de production élevé qui est en train d'abaisser le prix du baril et du coup va priver Téhéran, couper en tout cas Téhéran dans son retour sur le marché pétrolier avec des revenus beaucoup plus faibles que ce qu'il aurait escompté
en cas on va dire, d'un prix de baril plus élevé. Mais je dirais même, c'est peut-être une bonne chose, d'autant plus que la Russie est sous sanctions. Cette ouverture, je dirais, pour l'Iran pourrait aussi ouvrir d'autres vannes ou sources pétrolières dans la région, notamment on parle aussi de cette South Stream qui a été annulée, maintenant le Turk Stream. Oui. Donc ça apporte d'autres sources d'approvisionnement pour l'Europe notamment, qui, d'ailleurs, je mentionne en passant, on va faire une conférence justement sur la mer Caspienne avec l'Observatoire en octobre. Donc on va en parler justement de sécurité énergétique dans cette région. Alors derrière ces préoccupations, il y a toujours les bras de fer au Yémen et en Syrie, en sous-main. Le président Hassan Rouhani a affirmé hier qu'un accord sur le programme nucléaire pourrait créer un nouveau climat, notamment un nouveau climat politique. Est-ce qu'on peut y croire ? Moi, je dirais oui, parce que ce que souhaiterait l'Iran aujourd'hui, c'est de redéfinir une nouvelle architecture sécuritaire et de défense dans la région, basée sur une coopération entre les pays du Golfe et la République islamique. Et ça, c'est ce que redoutent les pays du Golfe et surtout l'Arabie Saoudite, parce que si l'allié américain se désengage, le rapport de force va tourner en faveur de l'Iran et on reviendrait à un ordre, celui qui prévalait du temps du Shah d'Iran, avant la révolution islamique de 79, où l'Iran était le véritable gendarme du Golfe, et c'est ce que craint aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Mais n'empêche que l'Arabie Saoudite a augmenté ses dépenses fortement. Ils sont maintenant à 10% du PIB, plus que d'autres pays. Comme vous voyez, même les États-Unis ou d'autres, ils sont à 4 ou 5%. Donc c'est vrai, ils ont augmenté des 17%, donc énorme pour ces régions. Et je dirais même qu'il y aura à voir, comme vous dites très justement, les Américains, ils vont quand même conforter, je pense, les Saoudiens en disant, voilà, on va vous aider, on va vous renforcer un peu avec soit les armes, soit les entraînements, c'est-à-dire les formations, surtout antiterroristes. Donc, je pense que c'est, pour moi, une bonne chose qu'il y ait un certain équilibre, comme vous dites très justement, que entre ces deux rivaux, si je puis dire, quoique, attention, puisque l'Iran, c'est 80 millions d'habitants, l'Arabie Saoudite, c'est 20, donc... Voilà, il y a aussi une masse critique aussi qu'il faut évaluer aussi, marché économique et force politique. Et les États-Unis peuvent réussir à faire le grand écart, à avoir finalement ces deux alliés. Alors les États-Unis, c'est vrai, bon, comme vous voyez dans ces derniers chiffres qui sont sortis du CIPRI en Suède, c'est bon, les dernières, par exemple, la première puissance mondiale qui dépense en 610 milliards d'euros en défense. Donc eux aussi, ils ont une force et une manne donc, en recherche et développement, plus que d'autres pays en termes de pourcentage sur PIB. C'est-à-dire 4,2% me semble-t-il, si mon mémoire est bonne. Mais voilà, il y a ça aussi qui avance aussi, le fait que les États-Unis ont des solutions en termes de technologies militaires, etc., qui peuvent renforcer, qui peuvent, on va dire, rassurer quelque part, ils maîtrisent la technologie ici, ils ont besoin d'un petit coup de main. Mais c'est vrai. Mais je dirais, je reviens encore une fois sur... le rôle de l'Iran, peut-être, qui peut aussi, vous serez peut-être d'accord avec moi, qui peut aussi enfin résoudre cette crise en Syrie. On a besoin de l'Iran, effectivement, comme un partenaire clé dans la région. Et pour revenir à la question des États-Unis, moi je pense que cette logique de bloc, d'équilibre des forces que veut chercher à instaurer Washington est au contraire bénéfique pour elle, parce que ça va permettre de, quelque part, à le plus long terme, se désengager davantage militairement de cette région, faire son pivot vers l'Est ou l'Asie qu'elle voulait exactement, faire. Le Pacifique, parce que il y a une réalité qui est claire aujourd'hui. La sacro-sainte alliance entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis est à peu près caduque du fait de l'autonomie énergétique. Comme le Japon, ça évolue. Des États-Unis, bien sûr. Qui est en train d'acquérir les États-Unis. Cette solution politique en Syrie et au Yémen, vous y croyez ? En Syrie, il y a une solution politique encore aujourd'hui ? Il n'y a que celle-là. Mais est-ce que les gens de l'organisation État islamique répondent à ce genre de choses ? Écoutez, vous pensez que c'est vraiment une alternative viable d'avoir l'État islamique en Moyen-Orient ? Non, mais c'est un état de fait. Non, mais pas encore. C'est un état de fait qui pourrait être détruit ou en tout cas combattu s'il y a une vraie solution politique, s'il y a... Jusqu'ici, l'État islamique a été utilisé par l'ensemble des acteurs de la région. L'Arabie Saoudite,
la Turquie, l'Iran, pour créer cette espèce d'épouvantail, on va dire, intégriste sunnite et quelque part pousser l'Iran et Assad à la solution militaire. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, c'est pas la solution viable. Et s'il y a un compromis politique, bon, l'État islamique, c'est... il y a la Russie à regarder dans tout ça aussi. Et donc, nous parlons aussi des puissances nucléaires. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution militaire. Pour moi, personnellement. Je vois plutôt une solution politique. Il faut y avoir, puisque si vous réunissez tout ce qui est autour, on parle aussi de l'équilibre nucléaire et des tipping points, comme on dit en voix. Qu'est-ce qu'il était bien pour cet accord? Pourquoi? Tout le monde n'est pas d'accord, même aux États-Unis, ils ne sont pas d'accord. Les Américains sont divisés. John Kerry essaie de vendre son projet. Tout le monde n'est pas d'accord, même au sein des démocrates ou républicains, peu importe. C'est-à-dire, vous allez vers une nucléarisation. Maintenant, vous voyez clairement par les chiffres, c'est une militarisation déjà du Moyen-Orient. Et on va encore aller vers la nucléarisation du Moyen-Orient. Où est-ce qu'on va? Donc, moi, il faut... Une solution politique qui passerait sans doute par une redéfinition des frontières. Avec l'Iran et avec la Russie. Il nous reste très peu de temps, mais en une minute, quelle est la position de ces monarchies du Golfe vis-à-vis de l'organisation État islamique aujourd'hui? Certains disent que certains pays financent en sous-main, donnent un coup de pouce. Est-ce que c'est encore vrai? John Kerry vient de promettre des armes, là. Est-ce que ces armes, elles ne risquent pas de basculer, de se retrouver dans l'autre camp? Ils sont déjà à faire un État islamique. La carte djihadiste est une carte qui a été utilisée par les monarchies du Golfe, c'est un fait, en particulier par l'Arabie Saoudite, pour des intérêts stratégiques, c'est-à-dire ramener les États-Unis dans la région et ralentir le désengagement de Washington dans la région. Ceci dit, on sait que cette organisation est hostile à la monarchie des Saouds, qu'elle taxe justement d'alliance avec le grand Satan. Et donc c'est une arme à double tranchant que les monarchies du Golfe ne peuvent pas utiliser trop longtemps. Mais je peux vous dire que les Américains ne sont pas prêts à s'engager, ou se réengager après 10 ans et des milliards. Certainement pas. Et certainement, comme ils disent, du sang et du trésor. Les Américains ne sont pas prêts. Les Américains de tous les jours, comme vous et moi, ils ne sont pas prêts pour cela. D'où l'intérêt pour eux d'instaurer cet équilibre ils ont tout intérêt des forces. Avec l'Iran, je le répète, et la Russie. Avec l'Iran et la Russie. Oui. Et on suivra l'évolution de cette situation. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Hélène Vassilina et Karim Sader pour ce débat de France 24 que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. Dans un instant, un nouveau journal.